Bienvenue sur Midi 1, vous suivez Éco-Débat. L'immobilier est devenu un secteur clé de l'économie ivoirienne, créateur d'emplois et moteur d'investissement. Pourtant, il reste confronté à plusieurs défis. Accès au foncier, coût des matériaux et encadrement du marché. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Sako Issouf, vous êtes le DG de Sako et Fils, une entreprise dans l'immobilier, bien évidemment, et M. Kwame Marius, DG de Batinet Prestige, une entreprise opérant également dans l'immobilier. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci pour l'invitation. Monsieur Sako, comment va le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire? Oh, je dirais que le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire actuellement se porte bien. Voilà, ça se porte très bien, d'ailleurs, je peux le dire comme ça, avec tous les immeubles qui sortent des différentes zones d'Abidjan, on se rend compte que oui, le marché immobilier se porte bien. Alors, comment vous analysez cette progression, ce boom de l'immobilier? Oh, ce boom de l'immobilier depuis quelques années maintenant. Depuis quelques années, le fait que le développement du pays, c'est à l'image même du pays que ce boom truc. Donc quand on regarde un peu les différentes infrastructures du pays, ça amène les investisseurs, ça appelle aussi pas mal des gens de la diaspora à venir s'investir beaucoup. Donc ça donne l'envie vraiment de venir investir dans l'immobilier. Voilà. D'accord. La route précède le développement. Monsieur Kwame Marius, comment voyez-vous son évolution récente et par le secteur immobilier en Côte d'Ivoire? D'accord. L'évolution de l'immobilier aujourd'hui se voit, comme DG Sako l'a dit tout à l'heure, vu qu'on a une forte croissance démographique. Il faut dire que la population d'Abidjan s'accroît. On était il y a quelques années à 6 millions. Mais je crois qu'aujourd'hui, on doit être à plus de 10 millions maintenant qui vivent à Abidjan. Et toutes les communes ou les environnantes d'Abidjan sont aujourd'hui englouties, on va dire, dans Abidjan. Quand tu prends des communes comme Songon, Benjerville, qui étaient des villes hors d'Abidjan, aujourd'hui se retrouvent dans Abidjan et même au-delà. Donc je vais dire que la croissance démographique est vraiment un élément clé. Il y a un besoin vraiment de se loger. Et la croissance de la population et également le développement, comme il a dit, des infrastructures, les routes qui sortent un peu partout dans le Grand Abidjan et puis à l'intérieur du pays, apportent également un développement dans ces différents quartiers. Et à travers ces infrastructures routières, on a également des infrastructures, d'autres types d'infrastructures qui facilite comment on appelle ça, les habitations dans ces genres de quartiers, en fait. Bien sûr. Voilà, parce que quand on habite, on a envie d'avoir quand même une voie qui nous permet de venir au travail et de retourner. Voilà, donc tous ces éléments contribuent fortement à l'évolution de l'immobilier. Mais est-ce que c'est un véritable moteur de croissance? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'immobilier, le moteur, même si je peux me le permettre de le dire comme ça, de l'économie ivoirienne. Imaginez-vous un peu, le ciment, ça sert à quoi? Le point, ça sert à quoi? Je peux citer tant d'autres. Hein. Bon, les géomètres, les urbanistes, même les notaires, hein. Tout cela, c'est à cause du secteur immobilier qui existe. Sans l'immobilier, tout cela va partir au chômage, je dirais. Voilà. Donc, ça fait partie du poumon économique de notre pays. Oui, le poumon économique, mais quels sont les freins majeurs du secteur? Frein majeur du secteur, je dirais que l'accès au foncier. Voilà, l'accès au foncier, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État met en place des dispositions pour sécuriser le foncier, mais l'accès au foncier est vraiment l'élément capital parce qu'aujourd'hui pour faire un projet immobilier il faut avoir un foncier sécurisé. C'est un élément clé et pour nous des dispositions quand même sont prises par le ministère de la Construction sous la coupole duquel nous travaillons et afin de faciliter cela, de mieux organiser. Vous êtes sans ignorer que plusieurs fois on a parlé comment on va dire,
des problèmes fonciers, oui. Voilà, des problèmes fonciers liés à des gens qui ont souscrit à des projets, oui. Après tout s'est mal passé et tout. Je crois qu'aujourd'hui, si on a un foncier sécurisé, ça sera quand même un élément capital. D'accord. Et au-delà aussi, l'accès au matériel de construction également, avec des dispositions au niveau des impôts également, pour nous aider à pouvoir faire venir le matériel aussi à moins de coûts. Tout ça pourrait vraiment contribuer à encore accélérer le secteur. D'accord. Vous êtes patron d'une entreprise immobilière. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à votre niveau? Oh, bon, les difficultés que nous rencontrons actuellement dans le foncier, je dirais dans l'immobilier, c'est le foncier comme le DG Marius l'a dit. D'accord. Il y a des terres que tu peux acheter, tu t'en rends compte après que l'autre famille qui t'a... Il y a plusieurs attributions sur une même parcelle. Voilà, sur la même parcelle. Bon. Je pense que le problème est en train d'être réglé parce que avec l'ADI que le ministre est en train de mettre en place, ça va éviter d'autres problèmes parce que je pense qu'avec ce document-là, il ne peut pas avoir deux attributions sur le même sujet. D'accord. Voilà. Mais est-ce que le coût du foncier freine vos projets? Oh, le coût du foncier, oui, parce que ce n'est pas maîtrisé. Voilà, le coût du foncier, ce n'est pas maîtrisé. Et avoir accès au bon foncier, là, c'est très difficile. Parce que tu peux avoir un terrain tout à l'heure, on te dit même que c'était 10 000 tonnes pour acheter ton kebab. Oui, bien sûr. Ah oui. Tu sais que le prix t'arrange, même pour acheter ton tonne, tu ne peux pas acheter. Voilà. Pourquoi tu ne peux pas acheter? Tu n'es même pas en face de celui qui doit vendre. D'accord. Voilà. Donc nous sommes en train de travailler sur ce point dans la chambre pour que tout cela soit sécurisé. Pour qu'un acquéreur qui va grouiller, chercher son argent, venir mettre son argent pour acheter un bien immobilier, soit vraiment en sécurité. D'accord. Voilà. Nous sommes en train de travailler sur ce point-là. Je pense qu'on va y arriver. D'accord. Moi, je vais prendre un cas pratique, M. Marius Kwame. Un acquéreur désire avoir une maison. Quelles sont les premières dispositions qu'il va prendre pour ne pas se faire gruger dans quelques semaines? D'accord. Un acquéreur qui veut acheter une maison dans un programme immobilier. Oui. Et je vais faire deux cas. Le cas du programme immobilier et le cas qui n'est pas dans un programme immobilier. Donc, quand on veut acheter une maison dans un programme immobilier, la première des choses, c'est de savoir si le programme immobilier est effectivement agréé par le ministère de la Construction. D'accord. Voilà. Première mesure. Première mesure. Oui. La deuxième, ça va de pair. Mais comment on vérifie ça? On va au ministère de la Construction. D'accord. On va au ministère de la Construction. On vérifie que l'entreprise déjà est agréée, que le programme dans lequel on veut souscrire est agréé. Et après cela, je crois que c'est deux mesures très importantes qu'il faut d'abord voir. Après cela, on peut vérifier le côté foncier également. Mais généralement, quand le programme est agréé, c'est que le foncier est sécurisé. Donc pour moi, c'est deux éléments essentiels qu'il faut savoir avant de s'engager dans un programme immobilier lancé par un promoteur. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire ces vérifications en ligne. On n'a pas besoin de se déplacer. Quand on va sur le site du ministère de la Construction, on a la possibilité de vérifier qu'un programme est agréé ou pas. Sinon, on se déplace simplement. Et le deuxième cas, c'est acheter une maison qui n'est pas dans un programme immobilier. Déjà, il faut s'assurer que la maison qu'on achète est sur un terrain sécurisé, c'est-à-dire que c'est un terrain qui détient un ACD ou un certificat de mutation de la propriété foncière, et vérifier également si ça appartient effectivement à celui qui vend le bien. Voilà. Après, d'autres expertises peuvent être faites sur le bien lui-même pour voir si le bien est vraiment en bon état et tout. Mais déjà, si le terrain sur lequel le bien est bâti est au nom de celui qui vend, et qu'on vérifie qu'il n'a pas fait d'hypothèque ou certains éléments, on peut s'engager dans la transaction. D'accord. Monsieur Sako, quelles sont les dispositions que votre entreprise prend pour accompagner un acquéreur dans l'acquisition d'une maison? Chez nous, quand un acquéreur vient chez nous, quand il veut acheter une maison, je prends un exemple, j'appelle M. Marius, est-ce que chez vous là-bas, il y a des logements qui sont disponibles? Si oui, mettez-moi à disposition votre document nécessaire. Une prospection dans notre réseau. Voilà, on se prospecte d'abord, est-ce que tu as une maison? Oui, si oui, je peux avoir les documents nécessaires de la maison, il n'y a pas d'amitié dedans. D'accord, voilà, ce sont les affaires. On vérifie d'abord, voilà, avant de donner à un client. Voilà, il met ces documents à ma disposition, j'envoie l'un de mes collaborateurs à la conservation foncière pour aller vérifier s'il n'y a pas d'hypothèque dessus, si le bien
porte réellement son nom. Et si tout cela est fait, je me déporte sur le site maintenant, aller vérifier la maison. Si tout est bon, j'appelle le client, je lui présente la maison, il dit bon, voilà la maison de mon collaborateur, il prend à tel prix. Voilà, si c'est moi-même ma maison, là c'est un peu facile. J'ai les documents nécessaires, je présente les documents, je dis au client, voici mon ACD. Vous pouvez aller vérifier. Voilà, après la vérification, les clients décident d'acheter. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais avec ces dispositions, est-ce que les jeunes peuvent-ils devenir propriétaires? Bien sûr, en toute sécurité. Parce qu'il y a la question de la solvabilité de l'acquéreur aussi qui est mise en... Oui, ça aussi, ça nous fatigue. C'est quoi, c'est cash ou bien c'est de façon échelonnée? En général, nous, on fait de manière échelonnée. D'accord. Voilà. Mais ce qui nous fatigue, c'est qu'il y a des clients qui viennent déposer des avances. Voilà, et le reste tarde. Donc nous sommes obligés souvent de leur dire, bon, de leur donner des délais. Si tu ne viens pas jusqu'à tel délai, on sera obligé de vous retirer le bien pour donner ça à quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Globalement, sur quelle période part cet échelonnement? Généralement, c'est 3 ans. 3 ans, voilà. D'accord. Pour l'acquisition d'une maison. Pour l'acquisition actuellement, parce que c'est difficile d'avoir des clients qui ont du cash. D'accord. Voilà. Avec tous ces contrôles-là, on ne peut pas... voilà. Les clients n'ont pas le cash, donc on leur fait des facilités de paiement. C'est-à-dire que dis n'importe quoi, tu dois payer 30 millions, on te dit, bon, il faut verser 30%, le reste, là, tu peux payer sur 3 ans. Nous, ça nous permet de commencer déjà le projet et un peu, tu commences à payer. Quand le temps tu vas finir de payer, tu as ta clé. D'accord. Est-ce que ce modus operandi, ce mode opératoire est porteur, ou du moins, quelles innovations vous apportez dans vos projets en tant que patron d'entreprise immobilière? Bon, je vais un peu dans le sens de ce que DG Sako a dit. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a du cash et qui vient, qui t'achète tout de suite, voilà, cache ton bien. Enfin, qu'on est obligé d'échelonner. Et puisque les travaux de l'immobilier aussi se font dans le temps, oui. Voilà, donc l'un dans l'autre, ça permet quand même, pendant que les travaux se font, que le client aussi s'organise pour pouvoir faire les paiements. Donc on s'accorde sur le délai de paiement, comme il l'a dit, parce que c'est très important, puisque c'est au vu du délai de paiement aussi qu'on fait le planning d'exécution des travaux. Voilà, donc au vu de ça, on fait notre planning et on s'accorde avec le client, avec un contrat notarié et tout, afin qu'au bout de la période où il va payer le bien, nous aussi on puisse remettre le bien aussi à sa disposition. D'accord. Monsieur Sako, vous avez bonne presse dans le secteur immobilier. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Vous également, la question vous revient tout à l'heure. Allez-y, monsieur Sako. Je dirais que c'est l'honnêteté, parce que voilà, chez nous, notre slogan c'est que il ne faut jamais faire exprès pour gâter l'argent de quelqu'un. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas monter des plans, il ne faut pas faire des guet-apens. Si je peux me permettre, dire que si il fait ces plans-là, comme façon de démarcher le fond là, si il fait ça, il peut bouffer. S'il me donne son nom, il peut bouffer. Chez vous, c'est la transparence. C'est la transparence. On dit au client, voici le bien, voici comment tu peux payer. Si tu finis de payer, voici on te remet ta clé. C'est comme ça. Voilà. Et avec les collaborateurs, chaque fois que nous sommes en réunion, je leur dis, si j'attends un jour que vous avez en accueil quelqu'un, moi-même je vais poser plainte contre vous parce que c'est mon image qui vous suit. D'accord. Voilà. Demain, quelqu'un va vous voir, d'ailleurs, ils vont dire que ce n'est pas l'emploi de M. Sako qui est là, c'est lui qui a pris l'argent de quelqu'un. Non, sûrement ça ne se fait pas. Et je contrôle même mes employés souvent, mais je fais des enquêtes derrière eux pour savoir, pour voir s'ils n'ont pas mauvaise presse derrière eux, s'ils n'ont pas des noms qui sont collés à l'image. Donc je fais en sorte pour être de façon clean. D'accord. Monsieur Kwame, Monsieur Sako parle de rigueur, et il parle aussi d'excellence, de promotion d'excellence, de sérieux dans le travail. Vous, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? C'est la même chose. Oui. Voilà, c'est la même chose. Seulement que nous, nos slogans, comme il a dit, pour aller dans le sens de DG Sako, c'est un partenaire sûr. Un partenaire sûr, ça veut dire qu'on fait tout pour que le client soit rassuré. Et que même après avoir... Fidéliser le client. Fidéliser le client. Parce que pour nous, c'est de pérenniser l'entreprise déjà. Voilà, l'objectif, c'est que cette entreprise reste même après nous.
Donc on ne peut pas se mettre dans certaines attitudes en fait. Donc déjà la sécurité du client c'est un élément capital. Et généralement les clients qu'on a, comme on a dit, c'est des anciens clients qui nous apportent même de nouveaux. Compte tenu du fait qu'on a fait de bons projets. Bien sûr. Et voilà. Et on n'a souvent pas besoin même de le bouche à oreille, les conciliabules, le bouche à oreille, la donc promotion. Ça marche plus, c'est plus efficace. Dans le foncier, dans l'immobilier, c'est plus efficace. Donc effectivement, on met en place des dispositions pour sécuriser, pour que aussi les collaborateurs ne se permettent pas certaines choses. Mais on met les documents à disposition des clients et tout. Mais est-ce que l'État vous soutient véritablement dans ce projet? Oui, l'État prend des dispositions, puisque l'État, à travers les lois, à travers les lois, l'État accompagne les dispositions que l'État met en place. Les différentes réformes, je sais que vous avez suivi dernièrement les réformes du ministère de la Construction, jusqu'au modèle ADU qu'on est en train de mettre en application maintenant. Donc tout ça, c'est pour plus sécuriser chacun, en fait, tous les acteurs. Parce que nous-mêmes qui sommes promoteurs, nous sommes souvent victimes aussi. Voilà, et le client encore plus, parce que nous qui sommes du domaine, si on peut être victime, donc le client également. Donc du coup, je crois que les réglementations, les nouvelles lois qui sont aujourd'hui portées par le ministère de la Construction permettent quand même de sécuriser encore mieux le foncier. D'accord. Mais quelle place pour l'immobilier social aujourd'hui, pour le citoyen lambda qui souhaite avoir une maison? Oui. Je dirais que actuellement l'immobilier, malheureusement, c'est pas fait pour ceux qui sont peu munis. Oui. D'accord. Là, il faut le dire de façon sincère. Voilà, parce que quand on parle des démunis, c'est que les gens qui n'arrivent même pas parfois à manger parfois dans la journée. Avec l'immobilier, il n'y a pas de 500 000 dedans. L'immobilier, on parle des millions. Bien sûr. Voilà, quelqu'un qui peut acheter un bien qui coûte des millions n'est pas forcément nécessité. Donc, nous, on fait déjà l'effort pour donner de l'immobilier. Nous, on fait l'effort de donner l'immobilier à moins de coûts, voilà, pour ne pas flamber les prix. Parce qu'on calcule les prix réellement pour avoir juste parfois le minimum et mettre le foncier nécessaire à la disposition des clients. D'accord. Alors, combien coûte au bas mot une maison en Côte d'Ivoire? Pour le citoyen lambda, au moins combien? C'est difficile d'en parler, mais ça... On a besoin des chiffres, M. Sako. C'est difficile, c'est très difficile. Une fourchette, s'il vous plaît. Voilà, bon, si il y a une fourchette, je dirais entre 20 et jusqu'à... D'accord, à partir de 20 millions. À partir de 20 millions par une maison, oui. D'accord, c'est compris. Et le cadre légal est-il adapté aux entrepreneurs, M. Kwame? Oui, mais il y a encore des efforts à faire. À quel niveau, par exemple? Comme on a dit tantôt, au niveau des impôts. Voilà, on a quand même besoin qu'on puisse favoriser un certain nombre de choses pour qu'on puisse faire venir le matériel à moins de coût, parce que tout ça peut jouer sur le coût du bien que nous vendons. Voilà, donc si on a la possibilité... Mais à ce niveau, qu'est-ce que vous souhaitez? En tant que promoteur immobilier. Oui, en tant que promoteur, si on a la possibilité d'être exonéré de la TVA, par exemple. Et est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est pour ça que je parle de dispositions au niveau de l'État pour nous accompagner. DG Sako le disait tout à l'heure, le coût est élevé parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Au-delà du foncier, il y a tout ce qui rentre dans la construction même. Les prix ne font que grimper tous les jours. Tout ce que nous utilisons pour le matériel de construction. Et après même, il faut pouvoir faire venir du matériel de l'extérieur, la douane, tout ça, ça coûte vraiment cher. Donc quand tu as fait un projet de ce genre, forcément, ça s'impacte sur le coût. Donc le consommateur final, qui est le client, il va forcément payer avec le prix, puisque l'entreprise aussi va chercher à se faire du bénéfice. Donc c'est difficile de faire vraiment du social pour une entreprise seule. C'est difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les logements sociaux sont purement lancés par l'État. Parce que nous, en tant que promoteurs privés, nous ne pourrons pas faire du social. Voilà, au risque de ne pas finir les projets et tout. Donc on fait des projets économiques et de standing, parce que là, c'est encore plus rentable. Donc ça écarte forcément une certaine catégorie de la population. Mais après, ce sont des réalités aussi qui font qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord. Allez-y, allez à sa suite. Pour aller à sa suite, je dirais que
c'est pourquoi l'État est là pour subventionner des promoteurs qui peuvent sur des logements sociaux. Parce que nous sommes des privés. Oui. Voilà, nous, quand on construit, il faut... Mais dans quelle mesure est-ce que l'État pourrait vous accompagner concrètement? Concrètement, pour nous, si l'État doit nous accompagner, par exemple, il y a des ciments, les matériaux de construction, et la TVA. Baisser les coûts. Baisser les coûts, soit pour nous, les promoteurs qui veulent construire, pas pour tout le monde peut-être, mais pour les promoteurs immobiliers agréés, voilà, l'État peut essayer de réduire les coûts pour nous. Et voilà, quand c'est comme ça, forcément, les coûts des maisons vont baisser. D'accord. Voilà, si tu achètes ça, cette marchandise-là à 10 000 francs, tu n'as pas venu faire ça à 10 000 quand même. Bien sûr. Tu vas vendre ça au moins. Il y a une valeur ajoutée. Voilà, une valeur ajoutée. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord, mais avoir une maison, c'est un fait, mais une maison de qualité aussi, c'est un parcours du combattant. Ouais. Mais la qualité des constructions est-elle bien encadrée, vous, à votre niveau? Oui, puisqu'on parle bien de vous, de votre entreprise. Nous, à notre niveau, j'ai toujours dit... Mais comment vous vous y prenez? On veut juste savoir. Moi, j'ai toujours dit aux gens que n'allez pas appeler vos parents qui ont construit 2 maisons, 3 maisons au village pour dire que non, j'ai un parent, c'est un maçon, il a déjà construit R+4. Il faut confier votre construction à des professionnels. Nous, on a moi, je ne vais pas sur le chantier pour prendre briques pour monter, non. Mais on a des techniciens qualifiés. Des personnes dédiées. Des personnes dédiées à ce métier qu'ils font pour nous. On les paye pour ça, on les embauche et on les met à la tâche. D'accord. Donc ça fait que ce que nous on produit, c'est du qualité en fait. D'accord. Donc voilà. D'accord. Monsieur Kwame, à votre niveau, quelles sont les dispositions que vous prenez pour encadrer la construction de vos logements? D'accord. Déjà, c'est de faire une bonne étude du projet pour lequel on construit. Oui. Et après, bien entendu, de prendre les acteurs comme les ingénieurs, les conducteurs de travaux, c'est-à-dire techniciens en bâtiment, et même les ouvriers qualifiés. Voilà, c'est ce qui peut garantir un projet réussi. Voilà, d'utiliser les personnes qui ont la qualité et les compétences, qui ont de l'expérience également, pour pouvoir réaliser le projet. Après, de faire suivre aussi par les bureaux de contrôle. Voilà, on utilise les bureaux de contrôle aussi qui font le suivi pour s'assurer que les dosages, tout se fait dans les normes. D'accord. Est-ce que les investisseurs étrangers s'intéressent au marché ivoirien? Bien sûr, oui. Les investisseurs étrangers s'intéressent beaucoup, mais ce qui nous fatigue ici, c'est que au niveau de la banque, nos projets ne sont pas beaucoup financés par les banques ivoiriennes. Voilà, donc, mais quand nous-mêmes nous partons vers les investisseurs, ils sont intéressés. Mais quand ils viennent regarder, souvent c'est le problème du foncier qui les fait peur. Quand ils se renseignent, ils disent que non, ici, dans le secteur de l'immobilier, c'est bon, mais faites attention. Bon. Parfois, ça les fait peur, le foncier. Donc, quand tu garantis déjà le foncier, quand tu as le bon foncier, tu peux avoir les investitions. On parle aussi de la diaspora ivoirienne qui est beaucoup attachée à ces questions de projets immobiliers. À votre niveau, comment vous vous y prenez avec eux? Par exemple, pour ceux qui n'ont pas forcément filiation ici au pays, comment vous vous y prenez? Et qui ont un projet immobilier, peut-être à court, moyen et long terme. Bon, moi, je vais prendre un exemple. Papa, j'ai une cliente qui est en Europe, je lui ai vendu un terrain. Oui. Voilà. Elle a ses frais ici, bon, elle dit qu'elle n'a pas confiance à quelqu'un. Oui. Elle me fait le bureau, moi, il construit le projet. D'accord. Voilà, on a plusieurs cas comme ça. D'accord, ok. Mais est-ce que l'immobilier crée véritablement des emplois en Côte d'Ivoire, M. Kwame? Oui, l'immobilier crée forcément des emplois. Oui. Voilà, parce que quand tu as un projet immobilier qui s'étend dans le temps, forcément, ça crée beaucoup d'emplois. Voilà, et que ce soit des emplois directs ou des emplois indirects. Voilà, parce que quand je parle d'emplois directs, je veux parler des maçons, des menuisiers, des ferronniers, des techniciens même en bâtiment, des ingénieurs également. Parce que nous, quand nous sommes sur des projets de centaines de logements par exemple, c'est sur des années que nous travaillons. Donc forcément, on a besoin d'aller vite aussi puisqu'on a des deadlines de livraison et on est obligé de recruter du personnel pour ces projets. Et voilà. Donc ça mais comment vous fonctionnez avec la diaspora? Pour revenir à la question posée à M. Sako. D'accord. Avec la diaspora aujourd'hui, je vais dire que nos clients qui sont de l'autre côté, aujourd'hui, il y a quand même des moyens de communication qui permettent de vivre
quand même les réalités. Parce qu'il y a un problème de confiance entre ceux qui doivent suivre le projet immobilier ici à Abidjan et ceux qui sont voilà, au niveau des pays à l'étranger. Oui, généralement, effectivement, la crise de confiance. Il y a une grande crise de confiance. Et comment vous gérez ça? On va souvent vers eux en Europe pour les rassurer, pour les amener à continuer les investissements ici. Parce que ce n'est pas parce que tu as été victime une fois que forcément tu seras victime les autres fois. Mais après, tant que tu n'as plus essayé, tu ne peux pas avoir de bien également. Donc il faut trouver la bonne personne ou la bonne entreprise avec laquelle tu vas travailler. Et nous pensons être la bonne entreprise, et pour assurer ces clients-là, nous leur communiquons en temps réel l'évolution du chantier pour lequel ils nous confient les travaux. Et également, nous permettons qu'ils aient vraiment des gens ici qui sont sur le terrain, qui viennent visiter les chantiers. Voilà, c'est vrai, tu peux être en Europe, mais tu as forcément des gens que tu connais ici. Donc tu peux dire aux gens d'aller vérifier si effectivement l'argent que j'envoie pour mon chantier, ça évolue. Donc voici un peu, et nous prenons soin aussi généralement de leur envoyer les images de l'évolution du chantier, des vidéos également qui leur permettent de vivre en temps réel l'évolution du chantier pour lequel nous confions les travaux. D'accord. Et quel message vous avez à lancer à l'endroit de cette jeunesse qui souhaite s'investir de plus en plus dans le secteur immobilier, M. Sako? Je dirais déjà à la jeunesse de ne pas baisser les bras, de continuer à investir dans le secteur de l'immobilier, car tôt ou tard, c'est l'immobilier qui va garantir notre gain, notre revenu. L'immobilier est le secteur le plus rentable, je dirais que dans notre ère actuellement. Merci à vous, M. Sako. Merci à vous, M. Marius Kwame. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous deux. Merci. Vous ne voulez pas demander son dernier mot. On n'a plus assez de temps. C'est la fin de ce numéro de Éco Débat. Restez avec nous. L'information continue, bien évidemment, sur Medi 1.